Michel est aussi jolie que toujours. Elle est sous l'eau. Elle est sous l'eau. Elle s'est jetée en avant et elle m'a mordu au niveau du biceps gauche, une mauvaise morsure. On pouvait compter chaque marque de dents. J'ai su immédiatement que c'était lui le coupable. Ma mère m'avait dit, si jamais il m'arrive quelque chose, assure-toi que ce ne soit pas mon père. Lorsqu'une fille en deuil contacte les autorités pour enquêter sur la mort soudaine et mystérieuse de sa mère, les autorités prêtent peu d'attention à ses supplications. Considérée comme une affaire tragique mais banale, l'enquête piétine, jusqu'à ce qu'une toile glaçante de mensonges commence à se dénouer. Au cœur de ce mystère extravagant se trouve un indice improbable, un dessin troublant réalisé par un enfant de 6 ans qui allait révéler des secrets plus sombres que quiconque aurait pu l'imaginer. Qu'as-tu vu en entrant dans la salle de bain? C'était comme de l'eau. Comme de l'eau? Juste une couleur différente, d'accord. Le 11 avril 2007, un mardi. Ada, 6 ans, et son père, Martin McNeil, rentrent de l'école. Pendant qu'Ada gambade joyeusement dans la maison, son père lui demande d'aller voir si sa mère, Michel, va bien. Ada se précipite dans la chambre de sa mère en l'appelant, mais il n'y a pas de réponse. En regardant autour de la pièce, elle voit une scène qui la hantera à jamais. Michel Sommers, 50 ans, gît immobile dans la baignoire. Sa fille Ada ne comprend pas son état troublant. La panique et le désespoir s'emparent d'Ada alors qu'elle crie à son père de venir l'aider. Martin fait irruption dans la chambre en entendant les cris désespérés de son enfant pour découvrir Michel affaissé dans la baignoire et Ada en pleurs incontrôlables. Pour épargner Ada d'une détresse supplémentaire, il l'envoie chercher de l'aide auprès des voisins. Après le départ d'Ada, Martin appelle immédiatement les urgences tout en pratiquant frénétiquement la réanimation cardio-pulmonaire sur son épouse. Monsieur, que se passe-t-il? Les serviettes de bain? Qui a la baignoire? D'accord. Est-elle consciente? Je suis chrétienne. Monsieur, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur, je ne vous comprends pas, d'accord? Pouvez-vous vous calmer un peu? Votre femme est inconsciente? Elle est inconsciente sous l'eau. L'avez-vous sortie de l'eau? Oui, je l'ai sortie de l'eau. Je parle dans le podcast. Sous l'eau? D'accord, c'est qu'elle respire du tout? D'accord, monsieur, l'ambulance a été appelée. Ils sont en route, d'accord? Ne raccrochez pas. L'opérateur reste sans réponse alors que la ligne se coupe soudainement. Paniqué à l'idée de retrouver l'adresse, l'opérateur demande l'aide d'un collègue. « 305, quoi. Il a juste dit que c'était ça. Mill Creek, et il avait l'air vraiment stressé. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas ce que c'était. C'était peut-être médical, je pense. Ça semblait plutôt médical. Il parlait de sa femme. Est-ce qu'il a donné un quoi ou un comment? Est-ce qu'il a donné une arme? Il n'a pas avoué malgré nos tentatives. Il a raccroché et notre identification de l'appelant n'a rien révélé. Je sais que c'est une résidence fermée que nous avons, donc je sais. D'accord. Et tout ça, d'accord. Est-ce que ça aurait pu être 3005 000 pieds, je me demande? Ça aurait pu l'être. Il semble avoir dit 305 car c'est ce qu'il a dit. J'ai coupé la fin de la phrase à 305 Nord. North Creek. D'accord, 3005 Nord? Aviez-vous un numéro pour rappeler par hasard? Non, nous n'en avions pas. D'accord. Appelons l'écran. Pas de nom ni rien? Non? D'accord, très bien. Merci. Quand l'opératrice rappelle Martin, elle se rend compte que la situation a dégénéré en quelque chose de bien plus grave. Hop. Pourquoi une femme adulte serait-elle monsieur, ici le service d'urgence, puis-je vous aider? 911, puis-je vous aider? J'ai besoin d'aide. Ils arrivent, monsieur. Votre femme respire-t-elle?
Elle ne respire pas. Je suis médecin. Je suis en train de faire un massage cardiaque. Vous faites un massage cardiaque. Est-ce que... Vous savez? Non. Monsieur, quel âge a votre femme? Ma femme, en mince, elle vient de subir une opération ici il y a quelques jours. Quel genre d'opération a-t-elle eu? Elle a eu un lifting? Elle a eu un lifting. Oui, d'accord. Savez-vous faire un massage cardiaque? Je le fais. D'accord. Malgré la nouvelle coupure de la ligne, les secours sont en chemin. De l'autre côté, les voisins de Martin Christie et Doc Daniels reviennent en courant avec Ada pour l'aider. Alors que le personnel médical continue de réanimer Michel, Martin contacte sa fille aînée, Alexis, et l'informe du tragique accident. Il a dit « Ta mère, elle est dans la baignoire. Elle ne respire plus. J'ai appelé une ambulance. » Et puis il a raccroché. Mais avant qu'Alexis ne puisse rentrer chez elle, Michel est déclarée morte quelques instants après son transfert à l'hôpital. L'autopsie et les rapports de police fournissent des preuves concluantes que le décès de Michel est dû à une crise cardiaque. Mais lorsqu'Alexis arrive, il lui est difficile d'accepter la cause du décès de sa mère. Son appréhension venait d'une demande troublante que sa mère lui avait faite lors de leur dernière rencontre, une supplique liée à un sombre secret enfoui depuis longtemps et qui remontait loin dans le passé. Mais qui est Michel? D'après sa sœur, elle essaie la meilleure sœur que l'on puisse souhaiter. Elle a participé à différents concours. Elle a été élue reine du bal et elle a été mannequin et étudiante d'échange en Suisse. Elle excellait en... Tout. Après s'être rencontrés lors d'un événement pour célibataires dans une église en Californie, Michel et Martin se sont enfuis presque immédiatement pour se marier. Le mariage devenait chaque jour plus épanouissant alors que le couple accueillait 4 enfants. Il est maintenant 11h45 du matin. Nous attendons notre médecin, Stéphane Williams, pour venir déclencher l'accouchement de Michel. Ce sera notre 3e bébé. Devine qui est cela, Rachel? C'est ta nouvelle sœur. Rachel, Vanessa, Alexis et Damien ont seulement 5 ans. Martin a accéléré son diplôme de médecine et sa résidence, terminant les deux en seulement 4 ans. En 1987, il travaillait comme médecin aux urgences et était connu pour sa générosité, conseillant souvent gratuitement les patients qui ne pouvaient pas se le permettre. Sa carrière a atteint son apogée lorsque le gouverneur de l'Utah l'a nommé directeur médical du centre de développement de l'Utah. Il a également servi comme évêque Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, renforçant encore son statut respecté au sein de la communauté. Martin et Michel étaient considérés comme la famille idéale, admirée, respectée, avec des enfants dévoués. Martin était leur modèle, tandis que Michel était leur pilier inébranlable. Animé par leur désir d'une famille plus nombreuse, le couple adopte 4 autres enfants, Gisèle, Ella et Sabrina d'Ukraine, et Ada, qui est en réalité leur petite fille. Mais derrière la façade du succès et du dévouement se cachaient des secrets qui allaient tout bouleverser. Le mariage de Michel et Martin était marqué par des disputes fréquentes lorsqu'elle le surprenait en train de regarder du contenu pornographique. Chaque fois qu'elle confrontait Martin à propos de ses habitudes et de son comportement inquiétant, il menaçait de mettre fin à ses jours, obligeant Michel à enfouir les problèmes. Pendant des années, le couple a caché cette tourmente à leurs enfants et à la communauté. Pourtant, la vérité ne peut rester cachée que pendant un certain temps. À 50 ans, le comportement de Martin a radicalement changé. Ce changement soudain était impossible à ignorer et les enfants plus âgés ont remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange chez leur père. Mon père a eu 50 ans. Il a commencé à agir bizarrement. Je pensais d'abord que c'était juste une crise de la quarantaine. Il est devenu vraiment obsédé par la perte de poids et son apparence. Il allait dans des salons de bronzage. Il a perdu du poids. Il a perdu du poids. Il se mettait à faire de l'exercice constamment, même en pleine conversation. Il sautait et faisait des pompes. C'était vraiment bizarre et très inhabituel. Selon ABC News, Michel a commencé à soupçonner une liaison extra-conjugale, mais elle n'a trouvé aucune preuve pour étayer ses doutes. Michel avait travaillé comme mannequin par le passé et avait toujours semblé très à l'aise avec le fait de vieillir. Mais en mars 2007, quelque chose a changé. Michel a surpris sa famille en annonçant qu'elle allait subir un lifting. Maman a annoncé qu'elle allait voir le chirurgien esthétique, car papa souhaite lui offrir un lifting. Comme tout le monde en vieillissant, il y a des choses qu'on n'aime pas. Alors mon père essaye de lui faire plaisir. Elle m'a confié que mon père essayait d'avoir l'air mieux et que c'était peut-être son cas aussi.
Malgré ses appréhensions face à la décision radicale de sa mère, Alexis s'est porté volontaire pour rentrer à la maison pendant ses vacances afin d'aider sa mère à se remettre après l'opération. Je l'ai accompagnée aux consultations pour rencontrer ce chirurgien esthétique à qui elle a exprimé ses inquiétudes, envisageant d'attendre l'été pour l'intervention. Je serai à la maison pendant les vacances d'été de la faculté de médecine, donc je pourrai être là et aider à la convalescence. Et mon père a dit « Oh non, Alexis, t'as les vacances de printemps qui arrivent dans une semaine, faisons-le à ce moment-là. » Mon père était très insistant. Après l'opération, Michel développe des symptômes incompatibles avec les effets secondaires de la procédure. Elle est constamment épuisée et somnolente. En tant qu'étudiant en médecine, Alexis vérifie les prescriptions de sa mère et découvre sur la liste de puissants sédatifs prescrits par un médecin agréé. Étant donné que l'ordonnance est rédigée par un professionnel de santé, Alexis semble convaincu par le médicament. Mais le comportement de sa mère devient de plus en plus suspect chaque jour. Bien qu'elle ait les yeux bandés par des pansements, elle demande à Alexis de lui donner les médicaments afin qu'elle puisse les identifier au toucher. Cette demande étrange trouble Alexis, la poussant à confronter sa mère. Michel partage ses soupçons concernant l'implication de Martin dans quelque chose de sinistre et le fait qu'il ait une liaison. Ajoutant à la révélation déjà choquante, Michel dit quelque chose qui glace le sang d'Alexis. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit « Si jamais il m'arrive quelque chose, assure-toi que ce ne soit pas ton père. » Et j'ai dit « Maman », un peu bouleversée. Alors qu'Alexis continue d'être sous le choc des soupçons de sa mère, elle résiste aussi aux demandes de son père de les laisser seuls pendant qu'il administre les médicaments à sa mère. Mais comme la santé de Michel s'améliore considérablement, Alexis part à l'université après les vacances de printemps, laissant derrière elle les soupçons de sa mère. Mais la voilà maintenant, à peine une semaine plus tard, en train de rentrer chez elle en avion, après avoir entendu les cris paniqués de son père au téléphone. Alors qu'Alexis encaisse la terrible nouvelle du décès de sa mère, sa dernière demande, obsédante, la met mal à l'aise. Dès que Martin quitte la maison, Alexis se précipite dans la chambre de sa mère pour compter chaque comprimé dans le flacon d'ordonnance. À sa grande consternation, chaque flacon est vide. Lorsqu'elle demande à son frère, Damien, et à sa petite amie, Aileen, où sont passés les comprimés, elle découvre qu'Aileen les a jetés dans les toilettes après être rentrée de l'hôpital à la demande de Martin. Il disait que cela le rendait trop triste de l'avoir avec ces médicaments-là. Dès que j'ai entendu ça, tout est devenu plus clair pour moi. Déterminée à découvrir la vérité, elle se souvient que Michel lui avait donné les identifiants du compte téléphonique de Martin il y a un mois. Elle ne se doutait pas à l'époque que ce compte allait révéler le début d'un plan sinistre. Et nous avons trouvé ce numéro qu'il appelait très souvent. Le nom de la personne est apparu. Gypsy Jillian Willis. Le flot de messages et la durée des appels provenant de ce numéro font se demander à Alexis si Gypsy pourrait être la maîtresse de son père, comme sa mère le soupçonnait. Mais lorsqu'elle confronte son père, elle subit une facette de lui qu'elle n'aurait jamais imaginée, même dans ses pires cauchemars. Furieux face à ces accusations, Martin agresse et viole Alexis dans la chambre. Sous le choc de la vérité sur son père, Alexis se tourne vers sa sœur, Rachel, et leur tante, Linda, qui avait toujours eu des doutes sur la mort soudaine de sa sœur, Michel. Cependant, elle ne parle pas de l'agression à sa famille. Le comportement de son père convainc Alexis que sa mère avait raison depuis le début au sujet de l'infidélité de Martin. Mais prouver qu'il avait quelque chose à voir avec sa mort serait une toute autre affaire. Alexis et Linda décident de s'adresser aux autorités pour rouvrir l'enquête sur la mort de Michel. Comme les rapports d'autopsie et de toxicologie n'ont révélé aucune preuve d'acte criminel, la police a rejeté les allégations d'Alexis. Pendant ce temps, le comportement de Martin devient de plus en plus suspect alors qu'il se précipite pour organiser les funérailles et interdit à toute la famille de Michel d'y assister. Lors des funérailles, Cédric Martin a surtout parlé de lui-même et très peu de Michel. Alexis et Rachel étaient consternés. Seigneur, je pensais être ton fils. Seigneur, je faisais du bon travail. Seigneur, es-tu là? Au fil des heures, la nuit dernière, la réponse m'est venue. J'ai eu une si belle vie. Après les funérailles, Martin présente Gypsy à la famille et annonce qu'elle sera la nouvelle baby-sitter pour les plus jeunes enfants. Alexis a déjà confronté son père, mais maintenant, une froide réalité la frappe. Gypsy ne va pas seulement être la baby-sitter et à cet instant, tout change pour la famille. Gypsy était présente aux funérailles. Elle était là. Il lui envoyait en fait des messages pendant les funérailles.
Alors que la famille venait tout juste d'apprendre l'existence de Gypsy, Martin la connaissait intimement. Ils s'étaient rencontrés en ligne, déclenchant une liaison. Même si Gypsy était au courant du mariage de Martin, elle considérait leur relation comme un arrangement pratique pour eux deux. Mais maintenant, Gypsy avait emménagé chez Martin, ce qui laissait entendre que leur relation était devenue plus sérieuse. La famille découvre bientôt que Gypsy cachait des secrets troublants sur sa vie personnelle. Je considérerais Gypsy comme une personne trompeuse, malveillante, malicieuse et calculatrice. Elle se rationalisera pour obtenir ce qu'elle veut, peu importe qui se mettra en travers de son chemin. J'ai fait un bond en avant. Et elle m'a mordu au niveau du biceps supérieur gauche, une morsure laide avec chaque trace de dent visible. Elle ne se soucie pas de qui est blessé. Elle ne se soucie pas des circonstances qu'elle gâche. Le couple heureux continue d'avancer avec ses projets. Juste 3 mois après que Gypsy emménage, Martin demande sa main et prévoit d'envoyer les 4 plus jeunes enfants en Californie pour qu'ils soient adoptés. Dévasté par la décision de son père, Alexis commence méticuleusement à documenter son comportement inquiétant depuis la mort de sa mère et dépose un rapport détaillé auprès de la police. Dans ce rapport, elle raconte les peurs de sa mère après l'opération, accuse Martin d'avoir trafiqué ses médicaments et partage ses sinistres projets de donner ses frères et sœurs en adoption. Cette fois, les accusations d'Alexis prennent de l'ampleur lorsqu'elle affirme que son père l'a agressée lors d'une confrontation au sujet de sa relation avec Gypsy. Les autorités du comté d'Utah confient l'affaire à une équipe d'enquête spécialisée. Alors que les enquêteurs se penchent enfin sur l'affaire de Michel, ils ne savent pas encore que Martin et Gypsy préparent discrètement un plan bien plus tordu. Pendant les vacances d'été, Martin envoie l'une de ses filles adoptives, Gisèle, en Ukraine, sous prétexte de renouer avec sa famille biologique. Alors qu'il présente cela comme un court voyage pour explorer ses origines, 11 mois passent et il ne fait aucun effort pour la ramener à la maison. Lorsqu'Alexis et Linda commencent à se méfier de l'absence prolongée de Gisèle, Linda envoie sa fille Jill en Ukraine. Jill découvre que Gisèle vit dans la misère, s'accrochant toujours à l'espoir que Martin viendra la sauver. Lorsque Jill ramène enfin Gisèle aux États-Unis, les autorités l'arrêtent à l'aéroport et portent une accusation choquante. Ils informent Jill qu'une Gisèle McNeil avec le même numéro de sécurité existe déjà. Martin a utilisé le numéro de sécurité sociale de sa fille Gisèle pour créer une nouvelle identité pour Gypsy. Il a aussi nommé sa petite amie Gisèle. Ils sont allés au tribunal et ont légalement changé sa date de naissance de 20 ans. Gypsy Willis a pris l'identité de Gisèle McNeil et a prétendu être l'épouse de Martin McNeil. Les enquêteurs ont également découvert que la date de mariage indiquée sur le formulaire était le 14 avril 2007, le même jour que les funérailles de Michel McNeil. Cette découverte recentre l'enquête directement sur Martin. La situation prend une tournure sombre lorsque la famille révèle une litanie de ses antécédents criminels. Nous avons découvert que le relevé de notes utilisé par Martin McNeil pour entrer à la faculté de médecine était totalement falsifié. Au lieu de modifier son relevé de notes, il a utilisé celui de quelqu'un d'autre. Le relevé de notes était erroné. Toute sa carrière repose sur des relevés de notes falsifiés provenant de différentes universités. Cependant, les enquêteurs n'avaient fait qu'effleurer la surface en ce qui concerne l'histoire de Martin. Dans la vingtaine, Mojo-Style avait été condamné pour émission de chèques sans provision, une escroquerie impliquant des achats léchés frauduleux avec des fonds non autorisés. Pour cela, il a purgé 180 jours de prison. Après sa libération, Martin a été mis en liberté conditionnelle pendant 3 ans pour crime. Martin a par la suite violé sa liberté conditionnelle en s'inscrivant en médecine et en défiant une nouvelle fois la loi. Une enquête plus approfondie a également révélé que Martin avait fait un bref passage dans l'armée, où son comportement erratique a conduit à un diagnostic de troubles mentaux et à une libération anticipée. Il a ensuite exploité ce diagnostic percevant des allocations gouvernementales pendant 30 ans, tout en prétendant être à la fois médecin et avocat avec des diplômes légitimes. L'équipe d'enquête est convaincue que Martin est un maître manipulateur. Ce flot de détails choquants laisse Alexis et ses frères et sœurs stupéfaits, chaque révélation justifiant les soupçons de leur mère. Martin et Gypsy écopent de 4 ans de prison pour faux et fraude dans l'affaire du vol d'identité de Gisèle. Une fois Martin McNeil condamné, Damien, le seul garçon de la famille, ne voulait plus rien avoir à faire avec ses sœurs et il s'est suicidé en janvier 2010. Il étudiait le droit à l'université de New York à l'époque.
Pendant ce temps, les autorités et Alexis unissent leurs forces pour trouver des preuves contre Martin dans l'affaire de Michel. L'enquête commence avec le plus jeune témoin de l'affaire, Ada. Qu'as-tu vu lorsque tu es entré dans la salle de bain? C'était comme de l'eau. Comme de l'eau, juste une couleur différente, d'accord. Et donc tu es allé dans la salle de bain et... Elle avait ses vêtements, une chemise. Et je me souviens que la chemise, je crois qu'elle était bleue. Et le pantalon aussi. Je crois qu'il était bleu. Et je crois que la veste était... bleu aussi. Oh, d'accord. Était-elle complètement dans la baignoire ou seulement en partie dans la baignoire? En partie. Elle était complètement dans la baignoire. Pour expliquer plus en détail ce qu'elle avait vu, Ada dessine une image montrant Michel allongé sur le dos dans la baignoire, les yeux grands ouverts et la tête hors de l'eau, tandis que le robinet coulait sur son visage. Ada insiste sur le fait que l'eau était rouge, un détail que même les voisins qui étaient venus aider Martin ce jour-là peuvent que confirmer. Cependant, la version de Martin sur sa rencontre avec Michel diffère grandement de celle de sa fille. Il affirme que Michel était penché, le visage vers le bas dans la baignoire, suggérant qu'elle avait glissé en essayant d'y entrer. Mais sa version s'effondre lorsque les enquêteurs n'ont trouvé aucun témoin pour corroborer ses dires. Alors que l'affaire de Martin fait les gros titres, un flot d'informateurs émerge, partageant des informations de plus en plus accablantes. D'anciens patients se sont manifestés, accusant Martin d'intimidation et de violation. Les enquêteurs découvrent également un schéma troublant. Martin quittait brusquement les hôpitaux ou les cliniques lorsque son contrôle sur les patients lui échappait pour recommencer le cycle ailleurs. Alexis confirme ce détail en mentionnant les fréquents changements d'école liés aux nombreux changements d'emploi de son père. Mais la famille avait encore un autre choc à encaisser. Anne Walthall, l'ancienne maîtresse de Martin, entre en scène pour partager une révélation glaçante. Martin lui avait un jour dit « Il existe quelque chose que tu peux donner à quelqu'un, quelque chose de naturel qui est présent après qu'ils aient une crise cardiaque, de sorte que ce n'est pas détectable après la crise cardiaque. » Suite à cette nouvelle révélation, les enquêteurs réclament le rapport toxicologique de Michel. Bien que les médicaments prescrits semblent être dans les limites recommandées, la combinaison a suscité des soupçons. Le cocktail de ces prescriptions était suffisamment létal pour entraîner de graves conséquences. Lors de l'entretien des enquêteurs avec le Dr Thompson, le chirurgien plasticien de Michel, il révèle un détail préoccupant concernant son lifting. Il a prescrit plus de médicaments uniquement sur l'insistance de Martin. En tant que confrère médecin, le Dr Thompson a supposé que Martin administrerait les médicaments de manière responsable. Mais aurait-elle pu accidentellement mélanger ces médicaments et faire une overdose? Avec les yeux bandés après l'opération, c'était une possibilité. De plus, étant donné que certains des médicaments étaient censés soulager le stress, était-il possible qu'elle ait continué à les prendre après sa guérison? Les enquêteurs sollicitent l'avis d'un toxicologue médico-légal. Michel avait pris 4 dépresseurs différents du système nerveux central, oxycodone, diazépam, prométhazine et zolpidem, plus connus sous le nom d'Ambien. Selon le toxicologue, l'Ambien a une demi-vie très courte, ce qui signifie qu'il quitte rapidement l'organisme. Normalement utilisé la nuit, il était encore présent en forte concentration dans son organisme de nombreuses heures après la prise prévue. Cela ne collait pas. Elle a dit que Lexi, sans savoir pourquoi, son père lui donnait constamment des médicaments en insistant pour qu'elle les avale. Et elle a dit « j'ai même commencé à vomir ». Étant donné les médicaments puissants Bouchassa, Michel aurait été fortement diminuée, ce qui l'aurait laissée dans un état où elle aurait pu être facilement manipulée. Le médecin légiste n'était pas au courant que lorsque les ambulanciers ont pratiqué la réanimation sur Michel, elle avait expulsé plusieurs tasses d'eau et que la dernière partie était une mousse rose et écumeuse, ce qui indiquerait une noyade. Si Martin avait pratiqué la réanimation, il n'aurait pas dû y avoir d'eau dans Michel. Étant médecin, il devrait savoir pratiquer correctement la réanimation. La question est donc, Martin a-t-il vraiment réalisé la réanimation ? Les enquêteurs se sont demandé si Martin avait pu menacer ou contraindre le médecin précédent à soumettre un rapport falsifié, les obligeant à qualifier la mort de Michel de naturelle. Munie de toutes ces nouvelles découvertes, l'équipe d'enquête a officiellement demandé que la cause du décès de Michel soit changée en indéterminée. Suite à cela, l'équipe d'enquête entame rapidement des entretiens avec les détenus qui étaient incarcérés avec Martin pendant qu'il purgeait sa peine pour l'affaire Gisèle. L'objectif est de rassembler assez de preuves pour monter un dossier solide contre lui.
Un détenu révèle que Martin lui a confié que son mariage battait de l'aile et lui a parlé de l'opération de lifting, ajoutant que les flics n'avaient aucune preuve. Le détenu a affirmé que Martin avait aussi dit « La garce s'est noyée ». Les appels que Martin a passés en trouvant Michel dans la baignoire ont été examinés de près et son comportement était également très révélateur. Son ton était empreint d'une fausse colère, tandis que ses réponses semblaient fausses et évasives. Il a raccroché à plusieurs reprises, suscitant des soupçons de retarder volontairement l'aide qui aurait pu sauver Michel. Parmi le tourbillon de théories et de possibilités, une question brûlante restait sans réponse. Bientôt, les enquêteurs tombent sur la réponse dans les lettres échangées entre Martin et Gypsy pendant leur temps respectif en prison. Ils découvrent que Martin était obsédé et désespérément amoureux de Gypsy. Il est devenu évident que la seule façon pour Martin d'être avec elle était d'éliminer sa femme et ses enfants de l'équation. Martin McNeil a été libéré de prison le 6 juillet 2012 après avoir purgé une peine pour fraude et falsification dans l'affaire de Gisèle. Cependant, sa liberté a été de courte durée. Avec les preuves accablantes contre lui dans l'affaire de Michel, les enquêteurs obtiennent un mandat d'arrêt contre lui pour le meurtre de Michel. Seulement 7 semaines après sa libération, Martin était de nouveau en détention. Le procès contre Martin McNeil a commencé le 17 octobre. C'était la première fois que le tribunal utilisait une baignoire comme accessoire dans la salle d'audience pour corroborer les témoignages des témoins, une première dans l'histoire des procès. Après 11 heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité le 9 septembre 2014, convainquant Martin du meurtre de Michel. Il a y été condamné à perpétuité. Dans un autre procès, il a aussi été accusé d'avoir agressé Alexis. Face à ce que ses actes malhonnêtes lui avaient coûté, Martin McNeil a peut-être compris que c'était une fraude dont il ne pourrait pas se sortir et a décidé de mettre fin à ses jours le 9 avril 2017. Alexis a réussi à terminer ses études de médecine et a réalisé son rêve de devenir médecin. De plus, elle a adopté 3 de ses sœurs et a eu 3 enfants avec son mari. Utilise le nom de jeune fils de Michel et est connu sous le nom de Dr Summers.